Pour le commun des mortels, quand nous entendons anesthésie, réanimation, ça fait peur. L'anesthésie, c'est permettre au chirurgien d'opérer quelqu'un sans qu'il ne le ressente. Sans douleur. Sans douleur. Le coma, c'est comme un sommeil involontaire dont on ne peut pas se réveiller spontanément. Le cerveau qui manque de sucre meurt. Le sucre, c'est le carburant du cerveau. AVC, 40 ans, 50 ans, AVC, ce n'est pas normal. Bouger, c'est la vie. Les gens qui s'asseyent tout au long de la journée, c'est des futurs malades. Bienvenue sur Dis-moi Angela, le meilleur endroit pour apprendre les bonnes pratiques de santé et qui respecte la sociologie des pays africains. Votre santé, c'est mon défi. Merci de m'accompagner à travers vos likes, vos partages et vos abonnements. Voici ce numéro sur lequel je reçois un grand professeur que vous allez apprécier tout à l'heure. Et c'est parti! Je reçois aujourd'hui le professeur Eugène Zoumenou. C'est un grand ami à moi et c'est un anesthésiste réanimateur que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Angela. Est-ce que vous vous portez bien? Très bien, et toi-même? Ça va. Je me porte très bien. Alors, le professeur, c'est un grand ami, comme je le disais tout à l'heure. Voilà pourquoi il m'a tutoyé tout à l'heure. Et donc, je suis très, très contente. On va continuer avec le tutoiement. Et je dirais que tu dois être assez content puisque pendant longtemps, tu m'as demandé en fait d'avoir un espace à moi pour mieux m'éclore. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Tout à fait. Te faire un nom qui va grandir et que Angela soit un grand nom de médias. Merci beaucoup. Ouais. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander qu'on trinque ensemble à notre santé. On y va? On trinque à notre santé pour... Dis-moi, Angela. Alors, merci beaucoup. Tout à l'heure, en te présentant, j'ai parlé de Eugène Zoumenou, mais j'espère que tu as un prénom qui est très proche de notre africanité, je vais dire, dans une des langues de notre pays. Oui, au civil, ce n'est pas connu. Ce n'est pas sur ma pièce d'identité. Mendewale. 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 On dit Mendewale, mais c'est Mendewale que j'ai reçu du père Jacob Agossou. Ah, d'accord, oui. C'est un prêtre catholique. Oui, il était un bon pasteur. Et au moment de mon baptême, j'ai été baptisé vieux. Ah, d'accord. À quel âge? Juste avant mon mariage en 95, j'avais dû avoir presque 30 ans. J'avais pratiquement 30 ans quand j'ai été... C'est pas bien grave. Quand j'ai été baptisé. Non, c'est le meilleur moment pour être baptisé. J'ai été baptisé et puis j'ai fait la communion après. Donc, en ce moment il a dit, mais il n'y a que Eugène. Il n'y a que Eugène sur ta pièce d'identité, sur ton acte de naissance. Or, il me faut un prénom traditionnel. Et j'ai vu sur sa carte de visite qui était sur la table, Jacob Agossou Jacob Mendewale. Et j'ai dit Mendewale. Ah, tu as raison. C'est écrit là. Et j'ai dit, ça me plaît. Et il m'a expliqué qu'effectivement, Mendewale, c'est l'homme histoire, l'homme événement, celui qui, après sa vie, aura laissé un impact. Mendewale. Donc, vous êtes de Porto Novo. Et ensuite, est-ce que ce prénom a un impact déjà sur vous? Est-ce que vous avez cette impression? Comme je ne l'ai eu qu'à 30 ans, et je me dis que, bon, je crois que c'est pour matérialiser. C'est pour matérialiser quelque chose que Dieu m'a conduit à ça. Ce n'est pas un hasard. Dieu a dû vouloir me dire, bon, tu dois laisser une histoire. Est-ce que tu vis pour laisser quelque chose? Dieu m'a dit, tu ne dois pas vivre que pour toi, tu dois vivre pour les autres aussi. Je crois que si on vit en pensant aux autres, on ne pourra laisser qu'une histoire. Tu sais, pour la petite histoire, moi, j'ai toujours, depuis ma plus tendre enfance, dit que je ne veux pas vivre
inutilement. Et je veux être immortel à travers quelque chose que je vais laisser dans la pensée de tous. Pour moi, être immortel, c'est pouvoir laisser ça. Et moi, je ne vis que pour ça, en fait. Oui, je crois que quand on regarde bien la vie, tout ce pourquoi nous nous battons, ce ne sont que des outils. Avoir une maison, c'est un outil pour se protéger contre la pluie, contre les intempéries. Avoir de beaux habits, c'est pour ne pas avoir froid et ne pas perturber la pudeur des autres. Avoir une voiture, c'est pour se déplacer. Ce ne sont que des outils, ce sont que des moyens, ce ne sont pas des objectifs. La question qu'on doit se poser, c'est à partir du moment où j'arrive à avoir tout ça, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et c'est le qu'est-ce que je fais de ma vie qui est important. Si on le découvre, on le fait, probablement qu'on laissera une histoire. Pourquoi tu as choisi déjà de faire la médecine? Pourquoi j'ai choisi de faire la médecine? Je crois que c'est d'abord un rêve d'enfant. C'est d'abord un rêve d'enfant. Et après le bac, je devais choisir entre faire des études d'informatique qui devaient me faire voyager en Europe ou la médecine. Et je crois que comme c'était le chemin prédestiné, mon père m'a permis de le faire parce qu'il a pu m'inscrire au Burkina Faso, à Ouagadougou, à l'époque, pour faire mes premières années de médecine là-bas. Pourquoi Ouagadougou? Ouagadougou, parce que pour les faire au Bénin, en ce moment-là, il fallait passer après le bac, il fallait passer le concours. Et, le fameux concours. 2000 candidats pour 20 places. Je crois que c'est vrai, j'aime travailler. Mais dans de telles compétitions, je ne suis pas doué. Je ne suis pas doué. Je ne suis pas doué. Donc, je n'ai pas réussi à ce concours. C'était chiant, hein, cette histoire-là. Moi-même, je me rappelle très bien. Mais mon papa avait déjà pris les dispositions mon père avait déjà pris les dispositions pour que je commence la première année au Burkina Faso. Un de ses amis était recteur de l'université là-bas, père à son âme, Oumarou Ouedraogo, qui était recteur de l'université de Ouagadougou et qui ensuite a été ministre de l'Éducation nationale sous Donc tu as commencé ta médecine justement là-bas, tes études de médecine là-bas. Dans une belle école de médecine à Ouagadougou, l'école supérieure des sciences de la santé. Petite école très belle où on n'était que quelques-uns, on n'était pas nombreux. Et ici, tu as fini par faire la spécialisation, l'anesthésie-réanimation. Mais pourquoi avoir choisi ça? Parce que c'est quand même une hantise dans cette histoire-là. En réalité, j'étais en médecine. J'ai commencé la médecine à Ouaga. Mais avant la spécialisation, ma grande préoccupation était d'abord de devenir professeur de médecine. Ah! De go comme ça? Tout à fait. Je n'étais pas... Tu voulais enseigner? Enseigner la médecine. Moi, je n'étais pas allé en médecine juste pour devenir praticien. J'étais allé en médecine pour devenir enseignant de médecine, professeur d'université en médecine. Donc, j'étais à Ouagadougou, j'ai fait les 3 premières années et je passais en quatrième année. Et après les vacances passées à Cotonou de fin de 3e année, à la rentrée de 4e année, j'ai pris l'avion de Cotonou, je suis rentré à Ouagadougou, théoriquement pour ma famille, pour faire ma 4e année de médecine, mais alors que je me préparais déjà dans la tête, avec hésitation 7, à prendre l'avion pour aller à Abidjan, continuer pour avoir la possibilité de passer le concours d'internat à l'insu de mon papa. Donc je pars après les vacances à Ouagadougou et je vais voir le directeur de l'école, père à son âme, professeur Wimenga, Ambré Momoni Wimenga. Je lui dis, professeur, je vais continuer à Abidjan pour pouvoir passer l'internat. Il a voulu me décourager, il a dit ça va être très difficile. J'ai dit non, je vais aller à Abidjan parce que je tiens à passer l'internat à Abidjan pour avoir la possibilité de devenir enseignant de médecine. Après 1 ou 2 jours d'hésitation, il m'a fait une recommandation et je suis allé à Abidjan pour m'inscrire. Mais malheureusement, 89-90, il y a eu les grèves et les troubles politiques à Abidjan et j'ai été obligé de revenir continuer la médecine au Bénin. Le Bénin, en 90, qui reprenait
l'université après la conférence nationale. Donc, un chemin quand même assez fluide. Problème à Abidjan, accueil au Bénin, donc quatrième année. Maintenant, le choix de l'anesthésie-réanimation ne s'est pas fait tout à fait volontairement. Ah, d'accord. J'avais en tête de faire de la cardiologie avec le professeur Agboton, Hippolyte, ou de l'imagerie médicale. C'était les deux spécialités. Et comment tu tombes dans l'anesthésie-réanimation? Je tombe dans l'anesthésie-réanimation parce que, en son temps, en 96, fin de l'année 96, le professeur Achadé avait l'opportunité d'ouvrir le DES d'anesthésie-réanimation au Bénin et il cherchait des étudiants et le professeur Aguessi, professeur Aguessi, gynécologue obstétricienne, paix à son âme aussi. Il y a beaucoup de morts sur notre chemin. Oui. Paix à son âme, comme quoi la vie se recycle, renouvelle. Donc le professeur Aguessi, qui est une grand-mère à moi, qui est la grand-mère à mon épouse Amélie, m'appelle pour dire j'ai une opportunité pour toi. Est-ce que tu aimerais faire anesthésie, réanimation? J'ai tout de suite dit oui parce que je sais que l'anesthésie-réanimation, c'est un métier dense, c'est un métier où on court et comme la cardiologie aussi, c'est des spécialités assez nobles. J'ai dit oui, je vais le faire. Et puis, c'est comme ça que je suis venu avec le professeur Achadé pour rentrer dans un cursus qui allait commencer avec les Belges. C'est ça. Et c'était intéressant parce que dès le départ, j'ai été formé pour former. D'accord. Alors, tu as évoqué le nom de ma copine, Amélie, et j'aimerais aussi dire paix à son âme. Tout à fait. Ouais. Et voilà, on va poursuivre. Il y a beaucoup d'émotions, mais on va poursuivre calmement pour te demander finalement ce qu'on entend par anesthésie-réanimation, parce que généralement, en tout cas pour le commun des mortels, quand nous entendons anesthésie-réanimation, ça fait peur. Parce que voilà des gens qui endorment et qui doivent réveiller. Surtout quand on veut faire une chirurgie, c'est la hantise. Dis-moi plutôt. Grande inspiration. Avant de répondre, parce que effectivement, si je n'étais pas médecin anesthésie-réanimateur, je crois que j'aurais les mêmes hantises que vous, que les autres. Quand on dit anesthésie-réanimation, il y a deux mots. Et ce n'est pas qu'un groupe de mots. En réalité, c'est deux métiers. C'est deux métiers ensemble. Et je vais essayer d'abord de les séparer. Donc, on va prendre l'anesthésie. L'anesthésie, c'est une spécialité médicale qui permet, à travers de nombreuses techniques, d'endormir un patient, de supprimer les sensations, toutes les sensations douloureuses, surtout l'empêcher de ressentir la douleur pour qu'une intervention chirurgicale puisse se faire. Donc, supprimer la douleur, supprimer la sensation même de douleur de manière réversible, puisque après, la sensation revient. Donc, l'anesthésie, c'est permettre au chirurgien d'opérer quelqu'un sans qu'il ne le ressente. Sans douleur. Sans douleur. Sans douleur. Et après l'intervention, la sensation de douleur peut revenir. Mais on a des médicaments pour supprimer encore. Tout à fait. C'est différent. Oui, c'est différent. Pour supprimer la douleur. Mais c'est pour la première fois, c'est déjà pour empêcher la douleur d'être ressentie. Voilà. Maintenant, je suis en éveil. S'il y a douleur, je vais ressentir. Là, je vais donner des médicaments. Oui, je sais que c'est différent. Mais déjà, c'est pour permettre au chirurgien, celui qui doit travailler, de travailler à son aise. Parce que si quelqu'un ressent la douleur, c'est pas facile qu'on lui fasse l'intervention chirurgicale qu'on veut faire. Tout à fait. Donc, vous savez, notre organisme est protégé. Et l'une des protections, c'est que quand on a mal, le cœur s'accélère.
La douleur est un signal pour dire à l'organisme, attention, il y a quelque chose de mal qui se passe. Le cœur s'accélère, des hormones sont sécrétées pour que l'organisme sécrète des substances qui calment la douleur. D'accord. Même si on n'avait pas de médicaments. Il se fait que l'un de ces réflexes passe par les nerfs, notamment le nerf vague. Et ce nerf, lorsqu'il est stimulé, donc si on vous fait une douleur très forte, immédiatement, ce nerf se met en action et ralentit totalement le cœur, et le cœur peut même s'arrêter. Okay. Donc si le chirurgien, le patient n'est pas endormi, le chirurgien prend sa lame de bistouri et le déchire, il va mourir d'arrêt cardiaque à cause du réflexe vagal. Voilà. Et donc, il va mourir. C'est ça qui explique, votre existence. C'est impossible d'opérer quelqu'un, de faire très mal à quelqu'un et qu'il reste vivant. Sauf, vous allez me dire, mais il y a des initiés. Sauf des initiés qui apprennent petit à petit, mais ils ne commencent pas par la grande douleur. Ils ont tout un rite initiatique, un processus initiatique, et jusqu'à ce qu'ils supportent des douleurs très fortes. Mais pour le commun des mortels, il y a des gens qui, avec une simple piqûre, avec une seringue et une aiguille, si vous ne les avez pas prévenus, ils peuvent tomber. Non, pas mal seulement. Ils tombent dans les pommes. Oui, moi, par exemple, la première fois où j'ai prélevé, j'ai fui même seringue par terre et tout. Donc, revenons à l'anesthésie. Oui. Donc, cette anesthésie-là est indispensable pour empêcher l'individu de ressentir de la douleur au moment où on l'opère, pour relâcher l'individu pour que le chirurgien puisse opérer facilement. Parce que si le corps est tendu, le chirurgien ne peut pas opérer pour relâcher l'individu. Donc, l'anesthésie va endormir, relâcher et empêcher de ressentir les sensations dans la douleur. Dans la douleur. Mais vous allez me dire, mais oui, il y a parfois où on fait l'anesthésie et on garde la conscience éveillée. Oui, il y a les anesthésies, enfin, ce qu'on fait pour péridurale, non? Ce qu'on fait pour les femmes qui doivent accoucher ou la par césarienne. Tout à fait. Donc, il y a deux grosses catégories de techniques d'anesthésie. Il y a les techniques où on doit vous endormir totalement, vous dormez, sans pouvoir vous réveiller si on ne vous réveille pas. C'est ça, on appelle anesthésie générale. Vous dormez totalement. Mais il y a aussi les techniques d'anesthésie loco-régionale. C'est plus que local. Ça prend une région du corps, une partie du corps, anesthésie loco-régionale, où on peut vous maintenir en éveil. Je peux vous endormir le bras. Seulement. Et vous allez rester en éveil. Je peux vous endormir la jambe. Je peux vous endormir la moitié du corps. Et puis, l'ophtalmologue peut juste vous endormir l'œil et vous opérer. Vous opérez, par exemple. D'accord. Et maintenant, parlons de la réanimation. Pourquoi vous mettez les deux ensemble? Très bien. On met les deux ensemble parce que, si vous suivez bien ce que je viens de dire, l'anesthésie va sur un individu. Je prends un individu qui est en bonne santé, qui a conduit sa voiture, qui est venu à l'hôpital, qui est conscient. Si je lui fais une anesthésie générale, je coupe sa conscience. J'inhibe sa conscience. Je dis que c'est réversible, mais j'ai quand même inhibé pendant un temps sa conscience. Donc tout ce que sa conscience de faire pour le protéger, il ne peut pas le faire. Par exemple, c'est grâce à sa conscience qui protège ses voies aériennes. Quand vous avez un corps étranger qui doit aller dans le poumon, vous toussez, moi je coupe ça. Sa respiration pendant l'anesthésie générale est coupée. Son cœur pendant l'anesthésie générale est altéré. Le cœur ne fonctionne plus tout à fait comme avant. Sa tension peut baisser, parfois de manière importante. Ça veut dire que tout ça, ça ressemble à des complications. Oui. Ça ressemble à des complications. C'est pour ça qu'on a peur. Donc, ce qui est bien, c'est que je fais ça, mais j'ai d'autres moyens en même temps pour protéger. Je protège son cerveau. À aucun moment, son cerveau ne doit manquer d'oxygène. Je remplace sa respiration avec une machine. Je remplace sa respiration ou avec ma main ou un ballon, je remplace sa respiration et je renforce son système cardio-circulatoire. Tout ça
le temps de l'intervention, et puis à la fin de l'intervention, petit à petit, tout ça revient dans l'ordre. Cette partie-là, c'est de la réanimation. Mais cette réanimation-là, c'est indispensable pour être collé à l'anesthésie. L'anesthésie ne peut pas aller sans cette réanimation-là. Bon, avant de suivre... la réanimation. Pas la réanimation, je veux dire une intervention chirurgicale. On vous dira de ne pas manger, de ne pas faire ci. Il y a un temps où on vous dit de ne pas manger. Pourquoi est-ce que c'est important pour... enfin, je pense que c'est pour l'anesthésie-réanimation, parce que tel que vous êtes en train de m'expliquer, ça doit être ça. Oui. Avant de répondre à cette question, pour rester cohérent, finissons avec la réanimation. J'ai fini avec l'anesthésie et je lui ai collé une petite partie de réanimation qui corrige les modifications de la physiologie. Oui, ce que vous avez altéré quelque peu. Ce que l'anesthésie a altéré. L'anesthésie passe forcément par là. Ce que l'anesthésie a altéré, il y a une réanimation qui est collée à ça, qui va avec et qui fait que l'anesthésie n'est plus une complication. Le patient est protégé malgré ces modifications physiologiques. OK. Mais la vraie réanimation, quand on y pense, c'est un autre métier qui ne concerne pas forcément l'anesthésie. La réanimation concerne tous les patients qui sont dans des situations critiques et dont les fonctions vitales sont en danger. Par exemple, quelqu'un qui tombe en syncope ici, moi je fais souvent le malaise vagal. On dit non. Quand je suis en l'air, dans l'avion, souvent... Un malaise. C'est léger. Oui. Ça, c'est léger. Mais les fonctions vitales peuvent être gravement altérées. Et quand on dit fonctions vitales, encore une fois, c'est le système nerveux, quelqu'un qui est dans le coma, il faut de la réanimation. Quelqu'un dont la fonction circulatoire, le cœur, ne fonctionne pas bien, il faut de la réanimation. Quelqu'un dont le système respiratoire est altéré, ne fonctionne pas bien. Donc, c'est les trois grandes fonctions vitales, ça. Le système nerveux central, le système cardio-circulatoire, le système respiratoire. Les gens qui font AVC aussi? Système nerveux central et système cardio-circulatoire. D'accord. Donc, il y a beaucoup de pathologies médicales, comme chirurgicales, comme les accidents aussi, qui peuvent mettre l'individu dans une telle situation critique où son système nerveux central est en danger, où son système cardio-circulatoire, donc le cœur et la circulation sont en danger, où la respiration est en danger. Et si vous voyez, ces trois fonctions-là sont reliées par l'oxygène. Donc, si on ne court pas pour réanimer, le corps va manquer d'oxygène. Et on ne doit pas permettre au corps de manquer d'oxygène. La respiration amène l'oxygène aux alvéoles, jusqu'au sang. La circulation, donc le cœur, va permettre à cet oxygène de circuler dans tout l'organisme, y compris au niveau du cerveau. Mais c'est le cerveau qui est le maître d'orchestre qui va réguler, qui donne l'ordre à la respiration de se faire et qui donne l'ordre au cœur de battre. Donc tout ça est lié par l'oxygène. Et le grand défi de la réanimation, c'est de faire en sorte que dès qu'un individu est en situation critique, on le protège pour qu'à aucun moment son organisme ne manque d'oxygène. OK. Donc, on a compris pourquoi réanimation et anesthésie sont ensemble et ce que c'est que la réanimation. Et tout à l'heure, je te demandais pourquoi est-ce que quand je veux subir une opération chirurgicale, d'abord, on me fait un panel d'examens, on me demande beaucoup d'analyses et puis après, on va me dire de ne pas manger quelque temps avant. Pourquoi? Très bien. La question est très bien posée et ça va en droite ligne avec ce que je viens de dire. Oui. Je vais agir sur votre cerveau. Je vais sur le cerveau du patient. Oui. Je vais agir sur son système cardio-circulatoire. Je vais agir sur sa respiration. Mais je ne sais pas dans quel état se trouvait son système nerveux central, dans quel état se trouvait son système cardio-circulatoire, dans quel état se trouvait sa respiration et sur le plan global, quelles sont les maladies qu'il avait, qui pourrait déjà constituer un handicap pour lui. Toi. Pour lui. Et moi,
je viens ajouter un handicap, entre guillemets, que constituerait l'anesthésie-réanimation, sans tenir compte de son handicap antérieur. Donc, je suis tenu de l'évaluer, de mesurer quelles seraient ses capacités de supporter, de tolérer l'anesthésie que je vais lui appliquer. Et en fonction de sa situation, je vais choisir les techniques, les médicaments et les doses qui lui conviennent. Okay. Donc, je dois l'analyser, l'évaluer. C'est ça qui justifie les examens qu'on nous demande de faire. Qui permettent de le classer, de l'évaluer, de le classer pour dire, lui, il n'a aucun problème. Lui, il a quelques problèmes. Lui, il a de graves problèmes. Je dois prendre des précautions énormes avant de l'endormir. Donc, je suis obligé de faire une évaluation pré-anesthésique. D'accord. Ça peut être une consultation plusieurs jours avant l'intervention, ou bien quand c'est une urgence, on fait une évaluation rapidement. D'accord. Et on donne des consignes. En fonction de son état antérieur, on va donner des consignes. S'il y a des choses qu'on peut corriger, on va les corriger avant la chirurgie. C'est pour ça que quand une intervention n'est pas une urgence, il faut prendre le temps. Il ne faut jamais être pressé d'être opéré. Il ne faut pas dire au chirurgien, non, moi je dois voyager la semaine. Mais est-ce qu'il y a des gens qui... On entend souvent ça. Je dois voyager la semaine prochaine. Je vais à Dubaï. Comment on peut être pressé pour aller à l'abattoir, à ce genre de choses? Je t'assure, je vais à Dubaï la semaine prochaine. J'ai pris une semaine de congé. On va vite faire l'opération. Bossa, toi tu serais pressé d'aller à l'abattoir dans ce genre de choses? Non, notre vie est programmée. Notre vie est programmée et les gens programment aussi leurs interventions. J'ai une semaine, il faut qu'on fasse vite l'intervention pour que je reprenne le travail, par exemple, pour que je puisse voyager. Ok. Donc, bon, on ne va pas discourir là-dessus. C'est quoi maintenant? Pourquoi vous nous demandez souvent de ne pas manger? Donc, je suis têtu, tu sais. Donc, non, c'est important. Oui, vas-y. Je te prépare en fonction de ton état. Et si tu es diabétique, par exemple, je dis comment tu fais pour que le diabète soit équilibré avant de venir à l'intervention. Si tu es asthmatique, en crise, je vais t'envoyer chez le médecin qui traite l'asthme, qui va te guérir, ou qui va t'équilibrer avant que je ne te fasse l'anesthésie. Donc, il y a des cas où je ne peux même pas te faire l'anesthésie dans ces conditions-là. Tu vas faire des soins d'abord. Maintenant, dans tout ça, on demande de rester à jeun. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, j'altère de manière réversible certaines fonctions du cerveau. L'une des fonctions du cerveau, c'est de m'aider à protéger le carrefour des voies aériennes et de la digestion. S'il y a du liquide dans la gorge, je tousse. Si je suis conscient, je tousse et ça sort. Mais si je suis sous anesthésie, s'il y a du liquide, je ne vais pas tousser. Ça va rentrer par les cordes vocales dans les poumons. Et le liquide qui rentre dans les poumons peut tuer. Quand on mange ou pas, même quand on est à jeun, il y a du liquide qui reste dans l'estomac. Et quand on est sous anesthésie, ce liquide peut remonter, venir au niveau de la gorge et aller dans les poumons. Le cerveau n'est plus là pour dire attention, il y a du liquide, les cordes vocales, fermez-vous, il faut tousser. Non. Le patient va laisser le liquide aller dans les poumons. Et ça, c'est grave. Ça grave, ça tue. Donc, c'est pour ça qu'à quelques heures, on demande pour réduire la quantité de liquide dans les poumons. Mais je constate quand même que ton métier, il est assez délicat et très difficile. Et je voudrais que tu nous racontes les premières fois où tu as été devant le fait, quoi. C'est-à-dire que tu es là et tu dois anesthésier et ensuite porter la responsabilité que cette personne se réveille ensuite. Oui, tu sais bien que ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a un apprentissage. Oui. C'est 4 ans de formation. Donc forcément, les premières semaines, on n'est pas seul. On est avec des devanciers qui nous forment. Et nous, c'est particulier parce que en 96, quand on a commencé la formation en anesthésie et réanimation, il n'y avait que trois patrons qui nous... 3 ou 4 patrons qui s'occupaient
de nous et qui ne pouvaient pas être partout. Et jusqu'à aujourd'hui, au Bénin, il n'y a pas suffisamment de médecins anesthésistes partout pour être dans les blocs opératoires, dans les salles d'opération. Donc, on devait se faire de former avec les collègues infirmiers, les collaborateurs, leurs collaborateurs infirmiers à l'époque, qui devaient nous former. Donc, ils nous ont pris la main et formé petit à petit. Donc, eux, quand on était avec eux et qu'ils devaient sortir de la salle d'opération, ils disaient, ah bon, j'arrive, je vais prendre même 5 minutes. Ah oui, on a peur. On a peur. Tout ce qui peut se passer avant que lui... Tu transpires? On peut transpirer. Tout ce qui peut se passer avant que lui ne revienne. Il y a 2 autres choses qui peuvent se passer. Que le malade présente une complication ou que le chirurgien ne soit pas satisfait du niveau d'anesthésie. Si le chirurgien se plaint, qu'est-ce que nous, on pouvait faire? Donc, il y a eu toutes ces peurs. Et raconte-moi, il ne t'est pas arrivé que ton malade ne se réveille pas? Non, dis-moi, la main sur le cœur, quoi, dis-moi la vérité. C'est vrai qu'il y a les caméras, mais dis-moi. Non. Tu as plus de 35 ans de métier. Naturellement, on a eu des grosses complications en anesthésie, mais la main sur le cœur, je peux te dire que je n'ai pas eu de cas non prévisibles. Non prévisibles où l'individu est tout à fait en bonne santé et puis on fait anesthésie et il meurt. Je n'ai pas eu ça, mais j'ai été témoin, j'ai vécu ça. Dans nos équipes, il y en a eu. Et ça peut arriver. Une césarienne, par exemple, où la femme, elle meurt. Bien sûr. Est-ce que ça, on ne devait pas punir d'ailleurs? Non. Quand vous voyez, dans le sang que vous prenez, vous savez qu'une complication d'anesthésie, il faut l'analyser. La complication d'anesthésie n'est pas forcément liée à l'anesthésiste. Tout ce que je vous ai dit maintenant, regardez, action sur le cerveau, action sur le système cardio-circulatoire, action sur la respiration et action sur plein d'autres systèmes. Hein. Comment on sait que 100% des individus peuvent tolérer ces actions des médicaments et de nos techniques sur leur organisme? Il y a des individus qui ne peuvent pas supporter. Et vous savez, parfois, vous injectez plusieurs médicaments à la fois. Les gens peuvent avoir une allergie. Et comme c'est des médicaments qu'ils n'ont jamais eu de leur vie, ils ne peuvent pas savoir s'ils y sont allergiques. Puis l'anesthésie, ce n'est pas quelque chose qu'on fait plusieurs fois forcément dans sa vie. Donc, rien qu'à cause de l'allergie, il y a un risque. Vous pouvez être en très bonne santé, aller à une intervention chirurgicale et avoir une complication anesthésique. De toutes les façons, quand ces erreurs arrivent ou ces non, il ne faut pas parler d'erreurs, il faut parler d'abord de complications. Mettons erreur à part. Ok, quand ces complications arrivent... Supposons qu'il n'y a eu aucune erreur, il peut y avoir des complications graves. Oui. En dehors de toute erreur, parce que tu ne m'as pas dit qu'on veut parler des erreurs. Non, en dehors de toute complication. En dehors de toute erreur. En dehors de toute erreur d'anesthésie, on peut avoir des complications mortelles. Voilà. On peut avoir des... C'est pour ça que quand on endort quelqu'un, je dis toujours à mes étudiants, je dis toujours aux étudiants, je dis toujours aux jeunes anesthésistes, et je le répète toujours, soyez systématiques. Faites attention. Ne dites pas celui-ci est en bonne santé, donc il est sans danger. Ah, c'est celui-ci qui est en mauvaise santé qui nous préoccupe. Non. Toutes les personnes à qui nous donnons l'anesthésie, tous les patients que nous mettons sur table sont à risque. Qu'ils soient classés sans risque ou classés à risque. Tu sais, il ne faut pas t'en offusquer. Lorsque, après une opération chirurgicale, un patient ne se réveille pas, généralement, c'est l'anesthésiste réanimateur que le commun des mortels prend en aversion. C'est pour ça que je disais que je comprends ça. Souvent, vous vous protégez certainement entre vous. Faut pas te fâcher. Non. Mais c'est le reflet de la société que moi, je suis en train de te présenter. Oui. Ce n'est pas forcément ce que je pense. Mais est-ce que je peux expliquer? Oui, explique. Quand il y a une complication
on va dire, périopératoire. Quand il y a une complication au moment de la chirurgie ou après la chirurgie, parce que c'est pour la chirurgie qu'on est là, on n'est pas là pour l'anesthésie. Le patient n'est pas venu pour l'anesthésie, il est venu pour la chirurgie. Donc on va dire, quand il y a une complication pendant la chirurgie ou après la chirurgie, il faut l'analyser. La complication est due à quoi? Est-ce que la complication est due à la chirurgie ou bien la complication est due à l'anesthésie? Je prends le cas où la complication n'a rien à voir avec la chirurgie. Le chirurgien a très bien opéré, il n'y a pas eu d'hémorragie, on a eu un arrêt cardiaque. Ça arrive. Le chirurgien a très bien fait son intervention. Parfois, le chirurgien n'a même pas encore touché le patient et il y a un arrêt cardiaque. Donc, dans ce cas-là, on va dire que la chirurgie n'a rien à y voir. Il reste deux choses. Il reste l'état du patient avant l'anesthésie et la pratique de l'anesthésie. C'est ce que vous êtes pressé d'appeler erreur. Donc l'état du patient explique ce qui s'est passé, ou bien une mauvaise pratique de l'anesthésiste explique ce qui s'est passé. Il faut l'analyser. Il ne faut pas parler de vous protéger, non. Il faut l'analyser jusqu'au bout. Il y a une traçabilité. Comment est rentré le patient? Je prends encore le cas où le patient était en bonne santé. Donc il n'y a aucun doute. Il a 25 ans, on doit lui faire une hernie inguinale non compliquée, donc il n'y a aucune raison pour qu'il meure au bloc opératoire. Et il meurt. Donc on va chercher deux choses. Est-ce qu'il a fait une allergie? Est-ce qu'il a un état qu'on n'a pas cherché, qu'on n'a pas retrouvé? De toute façon, on peut ne pas trouver. Il peut y avoir des maladies. Mais de toutes les façons, on va arrêter là par rapport à ça parce que dans la pratique, c'est quelque chose qu'il va falloir rechercher. Donc, oui, c'est une polémique qu'il vaut mieux laisser. Est-ce qu'il y a des gens qui... Polémique pour qui? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus facilement endormissables ou bien le mot existe, non? Non. Le mot n'existe pas. Ah, le mot endormissable n'existe pas. Il y a des gens qu'on peut endormir plus facilement que d'autres. Voilà, c'est le français. Oui, si vous savez bien suivre ce que j'ai dit tout à l'heure. Le jeune patient, 25 ans. Non, mais quand j'en parle, je pense à l'alcool parce que pour nous, on dit que... C'est pour ça que je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Il y a des histoires. Hein. Il y a des histoires. Pourquoi tu me vois maintenant? Non, je dis il y a... Non. il y a des histoires. Pour nous, de dire on va endormir facilement ou pas, en réalité, on ne pense pas à est-ce qu'il va mettre du temps à s'endormir. C'est ça? Ça, ce n'est pas une préoccupation du tout. Ça, il n'y a personne qui puisse résister longtemps à l'anesthésie. Il y a un ensemble de médicaments. On va peut-être augmenter la dose par rapport à un patient par rapport à un autre. Et pourquoi vous nous parlez souvent des bonnes choses quand vous voulez nous anesthésier? On va commencer à te raconter une histoire et puis après, tu vas dormir. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Je vais utiliser moins de médicaments. Si je te fais voyager, si je te fais planer, c'est mieux que si tu es stressé. Si tu planes, si tu es heureuse, ton cœur va ralentir. Ok. Ton cœur va ralentir. Et toi, tu es plus à l'aise pour m'anesthésier? Je suis plus à l'aise, je vais t'endormir plus facilement. Si tu es très stressé, j'aurai un peu plus de mal à t'endormir. Tu vas consommer plus de médicaments. Mais ma question, c'était vraiment par rapport à l'alcool. Tu sais que beaucoup de gens pensent que les alcooliques sont peut-être plus facilement plus faciles à endormir que d'autres qui ne dorment pas. Non, c'est deux choses. Oui. Quand je reçois un alcoolique du moment, un éthylique, donc souvent c'est dans les traumatismes, parce que si on doit l'opérer et qu'il vient éthylique, on ne va pas l'opérer. Ce jour-là, on ne va pas l'opérer. On va le renvoyer, on va aller le désintoxiquer avant de l'opérer. Parce qu'il existe même les comas éthyliques. Oui, donc nous, on ne va pas l'opérer alors qu'il a consommé de l'alcool ce matin-là. D'accord. Ou la veille. Et il est en état d'ébriété, ça ne vient pas chez nous. On ne va pas l'opérer. S'il est en urgence,
en étant alcoolisé, en étant éthylique, c'est souvent dans les accidents qu'on n'observe pas, qu'on observe ça dans les interventions pour traumatisme, qu'on observe ça. Lui, il va être endormi avec de faibles doses de médicaments. Il est déjà imbibé par l'alcool, il est déjà en état d'ébriété, on diminue les doses. D'accord. Et il s'endort. Bon, finalement, il nous faut de l'alcool dans notre sang ou pas? Non, ça, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc pour moi, je parle des deux situations. Vous distinguez bien celui qui vient, peut-être qu'il n'est même pas alcoolique avant, mais il a pris une cuite et il a fait un accident. Lui, on fait attention, on l'endort avec tendresse pour qu'il ne se complique pas. Ça, c'est le cas de l'alcoolisme aigu. Maintenant, quelqu'un qui est alcoolique au long cours, qui est un alcoolique, même si on l'a sevré 1-2 jours avant de venir à l'opération, lui, il est plus difficile à endormir. Lui, on va dépenser, on va utiliser un peu plus de médicaments avant de pouvoir l'endormir. Mais il va endormir. D'accord. Personne ne résiste à... Est-ce qu'il y a des contre-indications pour le réveil aussi? Non, l'anesthésie est un aller-retour obligatoire. Quand j'endors, quand je donne l'anesthésie, j'ai prévu comment il va être réveillé obligatoirement. Forcément. Si je ne sais pas le réveiller, je ne l'endors pas. Donc, normalement, tant qu'il n'y a pas de complications, le réveil est automatique. Vous savez comment on réveille? On fait l'anesthésie, mais on ne donne pas d'autres médicaments pour contrer ceux qu'on avait donnés pour que la personne se réveille. Non, c'est que vous-même déjà, votre physiologie fait une grande partie du travail. Tous les médicaments qu'on t'a injectés pour t'endormir, ces médicaments, après un certain temps, s'éliminent. Au fur et à mesure que les médicaments s'éliminent, tu te réveilles. Si bien que quand les interventions sont longues, on sait à quel moment on doit réinjecter pour maintenir le patient stable à un niveau d'anesthésie jusqu'à la fin. Alors, tout au long de tes réponses, tu as parlé du coma. Et tu vas essayer de nous définir ce que c'est que le coma. Le coma, c'est comme un sommeil involontaire dont on ne peut pas se réveiller spontanément. Parce que le patient qui est dans le coma est endormi. Mais il ne peut pas se réveiller après un certain temps pour dire, bon, il a fini de dormir, il ne va pas se réveiller. Si je le tape, je le stimule, il ne va pas se réveiller non plus. Ça, c'est le coma. Mais c'est différent de l'anesthésie, parce que l'anesthésie, c'est des médicaments qui ont entraîné cet état. Alors que le coma, c'est un état pathologique qui a donné ça. Oui, on s'entend. Je n'étais pas en train de venir vers toi encore, papa. J'ai l'impression que tu es sur tes gardes. Non. Mais le coma, tu en as beaucoup parlé. Oui. Et c'est des cas que tu reçois. Je ne suis pas sur le qui-vive. Ah, parce que... Non, je ne suis pas sur le qui-vive. J'essaye seulement de dire que j'étais en train de faire la différence entre le coma et le sommeil. Oui, mais le coma, ce sont des cas que tu reçois même tous les jours. Actuellement, tu es le chef service d'anesthésie et d'animation. Voilà, au CNHU HKM de Cotonou. Donc, le coma, c'est quelque chose que tu reçois. Et moi, je voulais que sur le plan médical, on définisse ce que c'est que le coma pour ensuite expliquer pourquoi les gens vous en veulent. Parce que quand ils rentrent dans le coma, dans ce service-là, ils disent qu'ils ne se réveillent pas. Donc, je voulais aller de façon progressive. S'ils ne se réveillent pas, ils n'ont pas pu se plaindre alors. Les parents se plaignent. Les parents se plaignent. Toi, Eugène, là. Bon, dis-moi. Donc permets-moi, pour te définir le coma, d'utiliser le sommeil et l'anesthésie. D'accord. Donc, le sommeil, nous dormons et quand le temps passe, nous nous réveillons. Quand on nous stimule, on se réveille. Oui. Le coma, ça ressemble au sommeil, mais on ne se réveille pas spontanément. Et malgré les stimulations, on ne se réveille pas. Mais ce n'est pas dû à un médicament comme l'anesthésie, c'est dû à un état pathologique. Accidentel, chirurgical
ou médicales, il y a beaucoup de causes. Vous ne vous imaginez pas. On peut citer plus de 50 causes de coma, mais qu'on classe par catégorie. Donc, vous m'avez demandé, tu m'as demandé la définition. C'est la définition. C'est un sommeil involontaire, pathologique. Si quelqu'un tombe dans le coma et tu le reçois, quels sont les soins que toi tu lui donnes pour espérer le réanimer? Il y a 2 catégories de soins. Il y a 2 catégories de soins. Et la catégorie de soins la plus importante qui explique la réanimation, c'est l'ensemble des soins qui protègent son cerveau, son cœur et sa respiration. Vous voyez, on revient aux fonctions vitales. Parce que celui qui est dans le coma, le danger en réalité, ce n'est pas la maladie qui l'a mis dans le coma, c'est le fait que son cerveau ne joue plus tout son rôle, son cœur n'est pas protégé, le cerveau peut ne pas bien gérer et sa respiration n'est pas protégée parce que tout à l'heure, je l'ai dit, quand il est dans le coma aussi, il peut inhaler du liquide dans ses poumons et mourir de ce liquide dans les poumons alors que sa maladie peut être guérie. Donc l'objectif de la réanimation, c'est de protéger ou rétablir ces fonctions vitales-là, cerveau, cœur et respiration, pour qu'à aucun moment l'organisme ne manque d'oxygène. Donc, la réanimation va tourner autour de ça. D'accord. Mais maintenant, pourquoi, généralement, quand on y entre, le pourcentage pour qu'on en sorte est faible? Parce que c'est le reproche le plus grand qu'on vous fait, typiquement, en tout cas au CNHU. Je rappelle que le CNHU, c'est le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Voilà. C'est l'hôpital universitaire lié à la faculté de médecine de Cotonou, qui est le centre de référence, le premier centre de référence sanitaire au Bénin. Voilà. Où les meilleures compétences en santé au Bénin sont regroupées. Les meilleures compétences sont le fini. Bon, il faut nous expliquer. Expliquer quoi? Ça fait 2 fois, 3 fois que j'ai dit. Je comprends mieux pour donner une meilleure réponse. Quand on rentre dans ce service-là, on ne sort pas. Je vais d'abord dire que ce n'est pas tout à fait vrai. D'accord. Vous savez, pour une famille, un patient qui rentre et qui ne sort pas, vous savez quel est le pourcentage pour eux? C'est 100%. Si leur enfant rentre en réanimation et ne ressort pas, ça veut dire que 100% de patients qui entrent en réanimation ne sortent pas, puisque le seul qu'eux, ils ont admis en réanimation n'est pas sorti. C'est ça. Mais il y a beaucoup de cas qui sortent. Mais malheureusement, effectivement, si on compare à un autre service, le taux de mortalité en réanimation est plus élevé. Le risque de décès en réanimation est plus élevé. Pourquoi? À cause des pathologies qui ont entraîné le coma. Les pathologies, ce n'est pas n'importe quelle pathologie qui entraîne le coma. À cause des pathologies qui entraînent le coma, à cause des délais d'admission, parfois le cœur a déjà souffert, les poumons ont déjà souffert, le cerveau a déjà souffert avant que le patient n'arrive en réanimation. 3, vous savez que pendant longtemps, il fallait que les familles achètent tous les médicaments avant d'être soignés. Heureusement, depuis 3 ans pratiquement, maintenant, au CNHU en réanimation, le CNHU met le maximum à disposition et on ne donne plus d'ordonnance. Donc il y a 3 facteurs qui peuvent expliquer les décès. Les pathologies, la gravité de la pathologie en cause, vous avez une embolie pulmonaire grave, vous êtes venu dans le coma, le cerveau a souffert. Donc la pathologie, la gravité de la pathologie qui est en cause. Deuxièmement, les complications liées au coma même. Les patients ont inhalé, les poumons sont malades, le
le cerveau a manqué d'oxygène, le cœur a manqué d'oxygène, le cœur fonctionne mal, et c'est dans cet état qu'ils arrivent. Donc parfois, vous pouvez faire tout ce que vous allez faire, le décès va arriver. Retard à l'admission. Donc ça, c'est le facteur numéro 1. Et si vous voulez bien, on peut prendre un cas. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des AVC. Vous avez parlé des AVC, non? Il me plaît bien. Accident vasculaire cérébral. Il me plaît bien de prendre l'exemple des accidents vasculaires cérébraux parce que c'est une grande partie des décès en réanimation. Malheureusement, c'est une grande partie des décès en réanimation. Au CNHU, aux urgences aussi, il y a une grande partie des décès et en réanimation aussi. Pourquoi? Je vais comparer la prise en charge des AVC sur quelques points entre l'Europe et le Bénin. Si vous prenez par exemple en Europe, je sais que j'ai un AVC dès que je n'arrive plus à tenir un gobelet. Je n'arrive plus à écrire. J'étais en train d'écrire, je n'arrive plus à écrire. J'ai des problèmes, des troubles de locution. Et la famille, l'entourage sait que j'ai un AVC. On déclenche ma prise en charge. On appelle le 15, je pense. Le SAMU. On vient te chercher. Le SAMU. Au Bénin, dans la plupart des cas, c'est quand la personne tombe dans le coma que l'AVC commence. Pour nous. C'est en ce moment que l'AVC commence. Si l'AVC n'a pas commencé comme ça, si ça a commencé par les troubles dont j'ai parlé, la bouche est déviée, il parle mal, on ne va pas aller à l'hôpital. On va faire des circuits jusqu'à ce que le coma arrive. Celui qui est conscient en Europe, c'est le SAMU qui vient le chercher. Celui qui est dans le coma chez moi, c'est dans un véhicule quelconque. Ils ne vont pas appeler le SAMU. Ils ne vont pas appeler une ambulance. C'est un véhicule quelconque, parfois une moto, qui va le transporter jusqu'aux urgences, dans de mauvaises conditions. Pendant le transport, il n'a pas de soins, il va s'aggraver, alors que l'autre a eu des soins pendant le transport. Aux urgences, en Europe, il va rentrer dans un circuit dit AVC, accident vasculaire cérébral. On l'attend. Et ce sont des spécialistes qui ne font que ça, qui vont le prendre en charge. Il va avoir rapidement son scanner, parfois même son IRM, en quelques minutes. Le mien qui arrive aux urgences, il n'a pas les moyens de faire un scanner et le scanner n'est pas forcément disponible là où lui il a eu son AVC. Et même s'il vient au CNHU, ce n'est pas forcément qu'il a les moyens de faire un scanner. Tant que l'assurance maladie n'est pas encore généralisée, il n'aura pas son scanner. On va attendre 24 heures. 48 heures pour faire son scanner. Donc, je comprends que finalement, il faut faire attention aux signes qui viennent avant l'AVC, par exemple, puisque nous parlons de l'AVC. Prévenir. Et maintenant, quand ça arrive, il faut courir. Il faut peut-être donner le numéro du SAMU pour que les gens sachent que dès qu'il y a des situations comme ça, le mieux à faire, c'est d'appeler le SAMU. Le SAMU a un numéro court. D'accord. Donc, on va mettre ça... Vous savez que le SAMU a un numéro On va afficher ça. Ouais. Puisque vous parlez d'AVC, l'AVC peut survenir parce que la personne est diabétique. Et quand la personne arrive, vous allez lui donner encore, comment on appelle ça, le glucose. Et parfois, vous tuez les gens. Bon, c'est ce qui se dit. C'est pas moi, je ne t'accuse pas. Il faut comprendre. Moi, je ne me sens jamais... Faut pas être fâché. Non, je ne me sens même pas accusé avant d'être jusqu'à être fâché. Dis-moi. Moi, je ne me sens pas fâché parce que la réaction des familles et des non-sachants est compréhensible. Mais elle est fausse. Le diabétique qui est dans le coma peut être dans le coma pour 3 raisons. La première raison, c'est que son taux de glycémie est très élevé. C'est ça qui a donné le coma. La deuxième raison, c'est qu'il a fait une maladie autre que le diabète qui l'a mis dans le coma, parce qu'il est diabétique, mais il a le droit de faire d'autres maladies aussi. Oui. Donc, c'est d'autres maladies qui l'ont mis dans le coma. Mais la troisième raison, et la raison majeure, c'est qu'il est en hypoglycémie. C'est qu'il est en hypoglycémie. Il donc est diabétique. Son taux a chuté. Son taux de sucre a chuté de manière grave. Parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'il a pris ses médicaments et il ne s'est pas alimenté. C'est très fréquent.
Donc, je suis devant un patient diabétique qui est dans le coma. Ma hantise, c'est l'hypoglycémie. Pourquoi? Parce que même si le taux de glycémie monte au plafond, si je lui donne du sérum glucosé, ça ne montera pas tellement plus. S'il est venu, normal c'est 1 gramme et quelqu'un. Mais s'il est venu, je dis même à 6 grammes de sucre dans le sang, et il est dans le coma, si je lui donne un sérum glucosé totalement, il va passer de 6 grammes à 7 grammes peut-être. Ça ne change rien en son état. Il ne sera pas plus grave qu'il était. D'accord? Par contre, s'il vient avec une glycémie à 0,40, à 0,30, comme on en voit, et que je dis non, 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 c'est un diabétique, ne lui donnez pas de glucose, il va mourir d'hypoglycémie. Et si on tarde avant de corriger son hypoglycémie, son cerveau ne va plus jamais revenir. Parce que vous savez que le cerveau qui manque de sucre meurt. Le sucre, c'est le carburant du cerveau. S'il n'y a pas de sucre, le cerveau meurt. Et même si on corrige la glycémie après, on ne va plus corriger. Donc, il n'y a aucun danger à donner quelques cc de sérum glucosé à un patient diabétique. Dans le coma. Dans le coma. Mais il y a tous les dangers à ne pas corriger une hypoglycémie méconnue. D'un diabétique. D'un diabétique qui est méconnu. Ok. Donc, la norme chez vous, c'est d'abord de donner ça, mais de faire une glucosurie. Non, la norme, c'est de se débrouiller rapidement pour faire la glycémie. Si on faisait la glycémie, on ne serait pas dans cette politique, dans cette polémique. La norme, c'est que tout coma, il faut faire la glycémie. Qu'il soit diabétique ou non, il faut faire la glycémie. Pour tout comateux, il faut faire une glycémie. Donc, dans tous les services d'urgence, dans tous les cabinets qui reçoivent des urgences, dans toutes les cliniques qui reçoivent des urgences, il doit avoir un appareil pour mesurer la glycémie capillaire au doigt. Si on faisait ça, il n'y a pas de polémique. D'accord. Mais supposons qu'il n'y a pas ça. Je n'ai pas les moyens de faire la glycémie. On ne peut pas pour aller au labo, hein, c'est trop tard. Donc, je n'ai pas les moyens de faire la glycémie au doigt. Et je répète ce qui est une anomalie. Je n'ai pas les moyens de faire une glycémie au doigt. Tout comateux qui arrive, je le considère d'abord comme une hypoglycémie. Et je lui donne du glucose. C'est ça. Si je lui donne les 50, 100 premiers cc de glucosé, 10%, si c'est une hypoglycémie, il se réveille spontanément. Mais si ce n'est pas une hypoglycémie, il ne se réveille pas et on arrête. D'accord. Bon, toi qui as souvent été avec les gens en fin de vie dans le coma, est-ce que tu as une anecdote pour nous dire ce qu'ils reviennent te dire? Ah, non, je crois que par rapport à la mort, et c'est seulement les médecins, ce ne sont pas seulement les médecins qui vivent ça. Même dans nos familles, certains qui ont été proches de mourants l'ont ressenti. C'est quand la personne qui est en train de mourir vous dit « Ne vous dérangez plus, je suis déjà parti ». Ah, il y en a qui te disent ça? Oui, oui. T'ont dit ça? Oui, oui, bien sûr. C'est surtout dans les cas de personnes qui meurent après grosse maladie, bien gravement traumatisées, vous êtes en train de soigner, et puis après, à un moment, la personne vous dit non, il n'y a plus rien. Je suis Mais il n'y a pas des gens qui sont allés et revenus et qui vous ont raconté, par exemple, que Non. Par contre, le grand babu. Non. Il y a une histoire qui m'est restée. C'est l'histoire d'une petite fille de 4 ans que nous avons eu à opérer pour une chirurgie banale, une chirurgie de l'ombilic, qui nous a fait une complication d'anesthésie grave avec arrêt cardiaque et tout ça. En fin d'intervention, qu'on a réanimé, et tout le monde était découragé, et puis une infirmière a dit non, continue. On a continué, et puis cette petite fille a fini par se réveiller alors qu'on était quand même désespérés. On l'a réanimée pendant longtemps. Elle s'est réveillée, tout récupéré totalement aujourd'hui. Elle a même fini ses études
universitaire, une grande dame, mais elle nous a fait des frayeurs. Et quand le lendemain, je suis reparti voir cette fille, sa maman me disait que le chirurgien est venu, là, salut, et puis elle lui a dit, ton docteur est venu. La petite fille a dit, non, ce n'est pas mon docteur, c'est pas lui mon docteur. Mon docteur, c'est l'autre qui m'a envoyé quelque part, qui m'a amené quelque part, où j'ai vu le petit Jésus qui m'a pardonné. Le petit Jésus qui lui a pardonné. C'est une petite fille de 4 ans. Elle ne peut pas savoir tout ce qui s'est passé. Et l'autre, c'était qui? Le chirurgien. C'est du chirurgien qu'elle parlait? Elle disait que non, c'est pas lui mon docteur. Ah d'accord, donc c'était toi? Oui, c'est l'anesthésiste. Ah, okay. C'est l'anesthésiste qui est son docteur. C'est l'anesthésiste qui l'a amené quelque part où elle a vu le petit Jésus. Donc, ton métier est quand même délicat. Qui lui a pardonné. Donc, on est obligé d'y croire. On est obligé de croire que quelque chose s'est passé et ce n'est pas des troubles mentaux parce qu'elle a récupéré totalement et jusqu'à aujourd'hui, elle a aucun mal. C'est un enfant de 4 ans. Bon, tu as quand même côtoyé beaucoup de gens en fin de vie. Qu'est-ce que tu penses alors de la mort? Ça va être mes dernières questions. La mort, c'est le chemin. La mort, c'est le chemin. La mort, c'est la vie, puisque c'est la seule certitude que nous avons. Seulement que, comme on ne sait pas quand, on croit qu'elle ne viendra pas, mais on chemine avec. C'est une bonne chose ou pas? La mort, c'est une bonne chose. La mort, c'est une bonne chose. Parce que s'il n'y avait pas la mort, je me demande comment on allait vivre. C'est parce qu'il y a une fin, qu'il y a le temps qu'on doit programmer les choses. S'il n'y a pas de mort, pourquoi veux-tu qu'on programme? S'il n'y a pas la mort, s'il n'y a pas l'espoir de la mort, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'agenda. Je crois que tous nos agendas existent parce qu'il y a la mort. Et la mort ne devrait pas faire peur. C'est la maladie, la souffrance, les accidents qui font peur. Okay. Mais vous savez que la mort n'a pas besoin de maladie. La mort n'a besoin ni de maladie ni d'accident. Elle arrive. Mais la maladie peut donner la mort, l'accident peut la mort, mais la mort elle-même n'a pas besoin de maladie. D'accord. Alors, tu as plus de 30 ans de métier, hein? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a marqué? Et on va finir avec ça. Non, je suis d'un pays, je suis d'une région, je suis dans une population. Moi, ce qui me marque profondément, c'est les difficultés que nous avons à nous soigner. C'est les difficultés que nous avons à nous soigner. Ces difficultés qui devraient faire en sorte que nous devrions être les champions de la prévention. Malheureusement, nous ne sommes pas les champions de la prévention. Et je prends encore l'exemple de l'AVC. Chaque garde au CNHU, il y a entre 5 et 10 AVC qui rentrent. Chaque garde, il y a des AVC qui sont enregistrés. Parmi eux, il peut y avoir un de 80 ans, un de 70 ans. Mais il y a beaucoup entre 40 et 60 ans. D'accord. AVC, 40 ans, 50 ans, AVC, ce n'est pas normal. Nous devons prévenir. Et prévenir, pour toi, c'est quoi? Prenons soin de notre santé. Prenons soin de notre santé. Et pour prendre soin de notre santé, il y a quelques aspects. Savoir manger. Pas trop sucré, pas trop gras, pas trop salé. Et en quantité raisonnable. Et chronométré. On ne mange pas n'importe quand dans la journée. Et en 2 repas, on ne devrait pas être en train de prendre du sucre. Savoir manger. Savoir boire. La meilleure boisson, c'est l'eau. Et il faut boire son premier verre d'eau dès qu'on met le pied en dehors du lit. Le premier verre d'eau. Parce que quand vous avez passé la nuit, au matin, vous êtes déshydraté. Il faut boire son premier verre d'eau dès qu'on s'est réveillé. Et pendant la journée, boire. Boire, éviter l'alcool. On a parlé de l'alcool tout à l'heure. L'alcool, ce n'est pas bon. On peut boire de l'alcool occasionnellement, se faire plaisir. Mais prendre ça comme un métier. Non, c'est pas bon.
l'alcool, ce n'est pas bon. Et la bière, non seulement c'est de l'alcool, mais c'est du sucre aussi. C'est du sucre. Donc, le boire, savoir boire. Savoir penser, le stress. Comment je fais pour que le stress, ce qui est dans ma tête, là, je puisse de temps en temps déposer ça et libérer mon esprit. Donc, savoir penser, prier, méditer pour se calmer l'esprit. Savoir dormir. Si vous ne dormez pas ce dont votre corps a besoin, on n'a pas de même besoin. Si vous ne dormez pas le temps dont votre corps a besoin, vous risquez d'avoir des maladies, y compris les AVC. Et la dernière chose, savoir bouger. Bouger, c'est la vie. Les gens qui s'asseyent tout au long de la journée, c'est des futurs malades. Et c'est des futurs malades d'AVC. Donc, inactivité physique et sédentarité. Si vous êtes incapable de trouver 20 à 30 minutes dans la journée pour faire de l'exercice, si votre travail vous oblige à vous asseoir plusieurs heures dans la journée, vous êtes en train de préparer votre futur accident vasculaire cérébral. Et ce serait dommage. Et je dis, nous n'avons pas les moyens de nous soigner. Travaillons plutôt pour la prévention. Merci beaucoup. Et c'est ce à quoi je m'attelle souvent à travers ce podcast que j'appelle « À notre santé ». J'espère que vous avez gardé les bonnes pratiques que le professeur Eugène Soumenou nous a conseillées. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Et que vous avez aimé cette émission-là. Merci d'être resté jusqu'à la fin avec nous. Merci de liker et de partager cette émission, d'agrandir la communauté à travers vos abonnements. Merci et à bientôt.